Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis. Les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. N'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà. Ici, on poste uniquement les histoires mystiques. Donc, si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant, on va passer à la première histoire. Bonjour DMG. Merci pour ton écoute. C'est une histoire de moi. Moi, je vis à Ocha, précisément à Pi. Je préfère me passer anonyme. Moi, je suis une jeune fille de 28 ans. Et depuis mes 19 ans, j'ai commencé dans le travail de la nuit. J'ai d'abord commencé dans les restaurants et des snacks. C'est comme ça, dans mon travail, j'ai rencontré des grands types et tout ça. D'autres qui m'aidaient, d'autres qui étaient là juste pour un temps. Genre, quelqu'un commence à m'aider, me donne de l'argent, me donne beaucoup d'argent et après il passe sans raison. En fait, je ne savais pas aussi que à moi, il y avait l'esprit de Mami Wata, puisque je suis moitié Betty, moitié caribéenne. Mais je n'ai pas grandi du côté de Kribi avec mes gens. Et je ne suis même pas née là-bas. Je suis née à Yaoundé. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir le Mami Wata. C'est cette année 2025 que j'ai su que j'avais le Djingo. Mais ma part, c'est le Djingo homme. Donc le mari de l'eau. Et maintenant, chaque fois que je rencontre un homme qui veut m'épouser, l'esprit se manifeste en fait. Ça chasse les hommes qui veulent m'épouser. Et c'était pas la première fois que ça arrivait. La première fois, on m'avait fait part de ça, je n'ai pas cru. La deuxième fois, je n'ai non plus cru parce que je me disais, le monsieur voulait juste se débarrasser de moi. Or, ce n'était pas ça. C'était vrai. Parce que j'ai manifesté. Le jour où il me parle du mariage, il me dit, je vais t'épouser. Je vais venir rencontrer ta famille parce que je suis enceinte. Et moi, j'étais très contente cette nuit-là. Et après, on a fait les choses que tu sais et tout ça. C'est comme ça, on s'est endormi. Il a eu un songe qu'un esprit, moitié humain, moitié animal, entré dans sa maison. C'est comme ça qu'il a commencé à prier dans le songe et en réalité, quand il se réveille, il me voit sur le lit en train de réagir comme le poisson dans l'eau. Il a commencé à prier, prier sur moi. Il m'a fait comprendre le matin que quand il priait sur moi, puisque quand je me suis réveillée, il avait un chapelet sur lui. Il me fait comprendre que quand il a commencé à prier pour moi, sur moi, il posait le chapelet. Partout où il posait le chapelet sur moi, je criais. Le matin où j'étais couchée, était complètement crampée, comme si on avait versé de l'eau. Quand je me réveille, je dis que mais pourquoi mon côté est mouillé? Mais mon corps n'était pas mouillé. Où j'étais couchée était mouillé, mais mon corps n'était pas mouillé. Mes vêtements n'étaient pas mouillés. C'est comme ça qu'il me dit que, est-ce que tu sais que je n'ai même pas dormi? Tu m'as fait tellement peur cette nuit. Apparemment, tu es un esprit. Je suis restée comme ça, je dis que, hey,
Esprit comment? Je dis que moi, je ne pense pas en avoir. Il me dit que c'est ce que tu es alors. Apparemment, tu as un esprit et tout ça. C'est comme ça que on m'a appelé ce matin-là qu'on était en train de payer où je travaillais. C'est comme ça que je quitte. Normalement, ce jour, je ne devais même pas quitter tout chez lui. Quand mon collègue m'appelle qu'on est en train de payer les salaires, c'est comme ça que je me lève du lit. Je dis, bon, pardon, mais j'espère que par rapport à ce qui s'est passé, tu ne vas pas me laisser tomber. Puisque j'étais déjà enceinte et actuellement que je vous parle, je suis toujours enceinte. C'est comme ça que il me fait comprendre que non, je ne peux pas te laisser tout ça. Il veut t'amener chez mon prêtre qui me suit. C'est lui qui je suis. Et je suis avec lui depuis. C'est lui qui me suit depuis des années. C'est comme ça que depuis le jour là, depuis le mois d'avril, le 14 au 15 avril que je suis entrée chez ce monsieur, je ne suis plus jamais entrée jusqu'à aujourd'hui que nous sommes. Maintenant, il me fait juste des dépôts, des transferts pour m'occuper de mon enfant. Parfois, je suis obligée d'appeler et pleurer au téléphone et tout ça. Tellement il me manque. Mais la façon dont il m'a abandonnée, je pense que c'est la peur. Parce que si c'était moi aussi, peut-être à sa place, j'aurais fait pareil. Je me serais écartée en fait. Mais pour dire vrai, je ne sais pas où j'ai pris cet esprit de l'eau. Je ne connais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les prières et tout ça, les prières de délivrance. On a commencé à me faire des prières de délivrance et tout ça. L'esprit qui parle à moi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libérée. Je suis libérée, je continue à aller à l'église. Au départ même, ma grossesse, que je constate que je suis enceinte, je fais le test de grossesse à la maison. Le test de grossesse sort positif. Je pars donc à l'hôpital pour confirmer mon test de grossesse. Quand j'arrive à l'hôpital, le test de grossesse sort négatif. Je rentre encore à la maison, j'achète le test de grossesse pour faire le test de grossesse le lendemain matin. À la maison, ça sort positif. J'ai fait au moins ces 4 tests de grossesse. Ça sortait positif à la maison, mais quand je partais à l'hôpital, ça sortait négatif. Quand j'ai commencé les prières, j'ai même dit à la dame que je suis enceinte. Elle me dit qu'elle ne voit pas l'enfant et tout ça. C'est quand j'ai commencé à faire les prières là. C'est à partir de 5 mois qu'on a commencé à voir l'enfant dans mon ventre. Apparemment, l'enfant était caché. On ne voyait pas l'enfant. Vraiment, je ne cesse de dire merci pour ce bonheur que Dieu m'a fait voir sur son chemin en fait. Grâce à cet homme-là, j'ai su que je n'allais pas bien. Malgré qu'il m'a quitté, il s'est éloigné de moi. Grâce à lui, j'ai trouvé la délivrance. J'ai tellement mal de l'avoir perdu, mais je dis merci pour la lumière qu'il m'a montrée. Mes sœurs, faisons très attention d'ailleurs. Faisons très très attention. Mettons-nous sur le chemin de Dieu. La prière, c'est la clé de la délivrance et de l'amour. Quand tu ne crois pas en Dieu, tout peut entrer dans ta vie. Pour vous dire vrai, je ne sais pas où j'ai pris le Ndjengu, cet esprit de l'eau. Je ne connais vraiment pas. Je ne peux même pas vous expliquer. Je vais vous envoyer avec les preuves. S'il vous plaît, mes soeurs, faites très attention. Très, très attention. Bientôt, je vais accoucher mon bébé que je ne croyais même pas. Parce que tellement je doutais et tout.
on ne voyait pas la grossesse. Vous pouvez imaginer que de 1 mois à 6 mois, mon ventre a commencé à pousser à 8 mois. Subitement, le ventre est sorti une fois. Le ventre a commencé à sortir à 7 mois. Une fois. C'est même pas genre, ça faisait 1, 2, 3. C'est sorti une fois. Vraiment, c'est une histoire très réelle qui parle de moi-même. Grâce à Dieu, j'ai trouvé le chemin, la clé de ma délivrance et la lumière. Et mon bébé se porte bien dans le ventre. C'est ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Accident mystique. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. Bien avant, j'aimerais saluer DMG, son staff technique qui est toujours fou au moulin pour que cette émission soit réalisée au quotidien. J'aimerais saluer également l'homme de l'ombre, tonton Alex, la prunelle de l'œil de Dieu, Manbassa, Léonidas, la citoyenne africaine, les femmes du Sud, Sam l'inimatique, la maman pluie de bénédiction et celle qui raconte toujours les histoires de son quartier. Sans oublier les commentateurs positifs ou négatifs parce que grâce à vous, la chaîne s'améliore et elle grandit également. Vraiment, merci à tous ici en vos rôles respectifs. Mon histoire est la suivante. J'étais dans le staff descendu sur les lieux pour poser les opérations adéquates à un accident mortel où une maman de plus de 60 ans avait trouvé la mort. Et là, maintenant, arrivé là sur les lieux, les circonstances mystiques étaient de telle sorte que le chauffeur a fait comprendre que lui, il sortait de la ville pour se rendre sur la route portuaire. Et arrivé dans une petite cité où il y a un peu la vie, où les gens sont un peu c'est un petit point de loisir, il a vu comme un conducteur de moto qui sortait du quartier pour entrer en route. Et c'est là où il y a donc eu l'embrouille parce que il avait dans sa tête d'esquiver ce conducteur de moto là, et en même temps ce conducteur de moto pensait à faire marche en arrière vu peut-être la vitesse qu'il avait vu le véhicule venir avec. Et c'est donc ainsi que, rabattant sur le même point, ils se sont donc heurtés, voire percutés. Et maintenant, la moto est donc entrée en dessous du véhicule, entre les pneus avant et le pare-choc, qui a soulevé un peu ces roues en question. Et le véhicule n'était plus sous le contrôle du chauffeur. C'est où le chauffeur a vu le véhicule partir seulement dans la direction de droite, quitter la chaussée, aller sur le trottoir, percuter 3 autres motos sur le trottoir, traverser la rigole, aller où la maman se tenait debout avec un téléphone et elle attendait aussi qu'on lui braise du poisson. Et c'est quand le véhicule a percuté mortellement cette maman-là que le véhicule est revenu sur le contrôle du chauffeur. D'après ses explications, il a pu rabattre, essayer de revenir sur la chaussée, mais hélas, il a terminé sa course dans la rigole. Et voilà donc, c'est donc ainsi que la maman en question a perdu mystiquement la vie. Quand tu demandes au chauffeur, lui-même fait comprendre qu'en réalité, il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il ne comprend pas comment il a pu perdre le contrôle du véhicule à ce moment-là. Ce n'est que quand il a réussi, il a heurté la maman, comme je disais tantôt, que le véhicule est revenu sous son contrôle. Et on a donc fait appel au grand frère de la maman décédée. Et quand il est venu, à nous, on l'a mis en aparté, on essaie de lui poser des questions par rapport à sa sœur décédée. Lui, il nous a simplement dit que elle appelait quelques heures avant, puisque l'accident a eu lieu aux environs de 20 heures, mais quelques minutes avant, elle appelait. Après, le téléphone, l'appel s'est coupé et bien après, il a reçu l'appel de sa femme qui est en route, qui a une boutique en route. Et sa femme lui a donc fait comprendre que sa sœur venait d'avoir un grave accident
où elle gissait dans une mare de S pour dire qu'elle était décédée. Et par la suite, pendant qu'on était en train de prendre les informations de ce grand frère de la défunte là, il a reçu un coup de fil et il a également annoncé le décès de sa sœur de l'autre côté du bout du fil et ils se sont mis à éclater de rire. Ils ont ri aux éclats. Non, ça nous a surpris que pour quelqu'un qui est éprouvé, voilà comment il se comporte à l'annonce du décès de sa sœur. Bon, ça nous a un peu suscité notre curiosité, notre attention, mais qu'est-ce qu'on pouvait dire? C'est sa sœur et nous sommes restés tranquilles. On a seulement gardé les images bizarres là pour nous. Et là aussi, dans ce secteur-là, si je vais dans ce quartier, ce petit village-là, j'ai une connaissance là-bas qui est conducteur de moto. Il est donc venu vers moi et il me tient en aparté et il me fait comprendre que la maman décédée, la maman là ce matin était en train de discuter les affaires de terrain. Et comme d'habitude, ils se sont séparés avec ses frères, un cousin, en tout cas les membres de sa famille en queue de poisson. Après les séparations là, c'est donc où la maman vient avoir l'accident bizarre où le chauffeur perd le contrôle du véhicule. C'est seulement quand le véhicule percute cette maman-là que il reprend le véhicule. Que on ne doit pas trop mettre que c'est un problème physique, que ça c'est un accident mystique d'après lui, qu'il est du village et il sait de quoi il parle. C'est donc ainsi que on avait gardé effectivement ce que il m'avait fait comprendre et on a tiré une leçon de vie pour faire comprendre ici à la grande famille d'MG que la nature est belle, mais le monde est méchant. La nature est belle, mais l'être humain est méchant. Pour si peu, pour des biens éphémères, on s'entretue. Donc, famille d'MG, restons en prière, restons vraiment en prière pour ne pas être la cible de ces adeptes mystiques-là. C'était Sage de Paul, le guerrier de Dieu. C'était l'histoire qui était à partager à la grande famille d'MG. À vous de liker, de partager, de commenter, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain s'en pour les deux mondes, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et je tiens d'abord à féliciter cette initiative d'MG et je ne peux que vous encourager dans cet élan. Vous savez, derrière votre émission, j'ai appris tellement de choses. Ok, moi je vis au Cameroun et j'ai tellement d'histoires à raconter concernant le mystique. Bon. Je vais commencer par celle-ci, qui est une expérience récente. Oui, qui est une expérience récente, comme pour dire à tous mes frères que le dehors n'est pas vraiment ce que vous pensez. Vous savez, le dehors, le physique que vous voyez avec les yeux, c'est trop facile. C'est trop facile et il faudrait être ignorant pour comprendre que le physique se limite juste aux yeux, au toucher, à ce qu'on sent, quoi. Voilà, aux cinq sens. Je pense que la vie au-delà du physique. Moi, je vais vous raconter cette histoire-ci qui m'est arrivée l'année passée. L'année passée. Je fais partie d'une association. Ouais, une association simple. Et il est arrivé qu'un de nos membres a perdu un de son papa. Et de manière très simple et, comment dire, comme on accompagne tout le monde à son... On accompagne tous les frères, tout frère à ses malheurs et tout l'assister. Ce jour-là, il est arrivé le moment des obsèques où tout avait été fait et tout. Je tiens à rappeler que ce frère et moi n'a jamais eu de désaccord. Et je ne pense pas qu'il ait des désaccords avec qui que ce soit. Donc, il ne faudrait pas que vous vous disiez qu'il y avait une histoire derrière ou qu'il y avait un antécédent. Non. Nous y sommes allés de manière simple et purement simple, assister aux obsèques de son papa, de son feu papa que je ne connaissais pas d'ailleurs et que j'ai eu à découvrir le jour des obsèques. Voilà. Donc, les obsèques, comme vous le savez, se passent. Il y a la levée de corps qui commence par lever de corps au niveau de la morgue et tout. Et cela va suivre avec le départ de la dépouille pour le domicile familial et tout. Donc, ce jour, ce qui était un vendredi,
J'ai donc quitté mon activité précipitamment pour me rendre aux obsèques. Donc je suis arrivé quand la dépouille était installée au niveau de présentoir où les prêtres devaient faire leur serment et dire les bénédictés. Donc quand j'arrive et tout, je constate, je vois il y a des gens et tout, tout le monde est là, puisque les prières ont déjà commencé et tout et tout. Quand j'entre, des gens sont debout à l'entrée et tout et tout. Et moi, quand j'arrive aux obsèques, je m'assois toujours, à moins qu'il n'y ait pas de place, qu'il y ait un défaut de place. Donc quand j'arrive, les gens sont debout et tout et tout. Quand je traverse, puis je me faufile, je traverse, je constate qu'il y a un peu d'espace à l'intérieur. Je me profile, je traverse. Quand je jette un coup d'œil au rang de droite, je constate que quand j'arrive, je jette un coup d'œil au rang de droite, je constate qu'il y avait 3 dames. Il y avait 3 dames qui étaient assises au fin fond. Donc j'ai comme l'impression, moi je me suis dit qu'elles ont assisté aux premiers obsèques, aux obsèques précédents et voilà. Quand je jette un coup d'œil, je vois les 2 bancs du fond sont vides. Les dames sont assises au fond. Et quand je vais m'asseoir, les 2 dames demandent directement à se lever. Elles demandent directement à se lever et à sortir. Bon, je ne sais pas trop où c'était un chien, c'est quoi. Je ne sais pas. Elles sortent. Elles sortent. Et moi, quand elles sortent, moi, je m'assois. Je vous assure, je m'assois là. Et j'ai encore, quand je m'assois, directement, quand je m'assois, je ressens directement au niveau de mon épaule gauche, à l'arrière du dos, comme si je viens de recevoir un coup de fusil. Je vous assure la douleur. Donc vous avez vu, j'ai eu comme l'impression qu'on venait de me détacher l'épaule du bras, le bras de l'épaule. J'ai immédiatement arrêté le coin. J'ai commencé à me torpiller de douleur là. Je ne le faisais pas de manière assez, comment dire, assez ouverte pour ne pas attirer l'attention de tout le monde, mais je vous assure, la douleur était telle que je vous explique. Comme si j'ai reçu une balle à l'épaule. Donc comme si on venait de me détacher l'épaule. Bam, sur le coup, j'ai un autre membre qui arrive, avec qui on est en bon terme, et qui vient me trouver assis. Et du coup, il me demande de reculer. Je recule et il s'assoit. Quand je m'assois, quand il s'assoit et tout, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, voilà. Je lui explique un peu. Voilà la situation, voilà la situation. Je vous assure que la douleur était insupportable. Je vous dis, comme je me suis assis, je n'ai pas ressenti cette douleur. Je lui dis, oh, voilà la situation et tout. Et tu diras, non, peut-être ça va passer, peut-être c'est un malaise, peut-être tu as. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu ça comme un malaise. Les obsèques, les bénédictés, les prières sont dites comme ça a été dit. Et tout, on est resté, nos membres. Et quand je regarde, je constate qu'il n'y a pas assez de membres. Il n'y a pas assez de personnes de notre association. Il y a des gens, mais il n'y a pas assez de personnes dans notre association. Je ne sais même pas si on attendait 10 membres d'association, juste une association. Pour une association qui comportait tellement plus d'une cinquantaine de membres. Il y avait moins d'une dizaine. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Je vous assure, je suis rentré avec ces douleurs. Et j'ai vécu les pires moments qui soient de ces douleurs. Les pires moments, parce que ces douleurs, je vous assure, je rends grâce à Dieu aujourd'hui que je ne ressens plus ces douleurs. Parce que je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Je l'ai remis entre les mains du Seigneur et de Jésus. Ça, je ne peux pas vous mentir. Ces douleurs étaient telles que j'avais comme l'impression que je n'ai pas dormi dans la nuit pendant des mois et des mois. Je n'ai pas dormi dans la nuit. J'ai pensé qu'on m'avait arraché le bras. J'ai senti quelque chose s'est passé. J'ai même commencé à ne plus ressentir mon bras. J'avais de temps en temps comme des décharges électriques. Des décharges électriques qui me paralysaient tout le bras. Dans la nuit, je ne dormais pas. Tantôt, c'est l'épaule qui va gonfler. Tantôt, c'est toutes ces parties-là qui vont gonfler. J'en appelle au massage et tout, et tout, et tout. Mais quand je me suis vraiment rendu compte que cette affaire était mystique, je vous assure, j'ai tout mis entre les mains parce que les traitements, les injections, les massages et tout, tout ça, c'était peine perdue. Un jour, je me suis assis et dit, Seigneur, voilà mon bras.
Voilà, je n'ai aucun compte, je n'ai aucun lien avec cette famille, je n'ai aucun lien avec ce frère. On n'a jamais eu d'accroche, on n'a jamais eu rien de truc. Moi, j'ai toujours assisté les gens lors des événements et tout et tout. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Je ne sais pas si cela a été destiné à quelqu'un d'autre et tout et tout. Et moi, en tant que bon chrétien et bon croyant, je ne pensais pas un jour pouvoir être. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonsoir DMG, TV, et bonsoir à tous les abonnés. Déjà, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites, pour ce beau travail que vous faites et de sensibiliser parce que maintenant, de nos jours, c'est compliqué. C'est compliqué déjà de joindre les deux bouts et c'est justement pour ça que les gens font des choses bizarres. Et c'est pour ça aussi que le diable est dehors. Donc, si vous ne sensibilisez pas comme vous faites, beaucoup de gens ne vont pas ouvrir les yeux. Donc, beaucoup de courage à vous et un grand merci. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne plus de force de continuer à faire votre travail parce qu'il est vraiment très important. C'est très important ce que vous faites. C'est très... Je ne sais pas comment je peux dire. Ça fait quelques semaines que je vous suis. Donc, j'ai décidé, j'ai pris mon courage à deux mains de raconter ma petite histoire. Alors, je m'appelle Madame X. Je vis en France. Avant de venir en Europe, j'ai fait hôtellerie-restauration au Cameroun. Je ne travaillais pas, je faisais le stage dans un hôtel à Elie-Sono, où j'ai rencontré une fille qui avait vraiment des problèmes avec le père de ses enfants et tout, ça n'allait pas. Alors, un beau matin, vous savez, dans les entreprises, quand on travaille ensemble, vous allez vous attacher à une personne sans vous en rendre compte. Tellement le courant va passer entre vous, les choses vont aller vraiment, je ne sais pas. J'ai aimé cette fille comme ça. On s'entendait super bien. Elle m'a soutenue. Et parfois, dans les entreprises, il y a toujours les jalousies, les petits problèmes d'ego et tout. Mais la fille, on s'en foutait un peu. On s'en foutait. On disait que bon, non, celle-là et tout. Tout ce qu'on nous faisait, on surmontait ça ensemble. Alors, quand elle a eu des problèmes, elle est venue chez moi. Je lui ai dit, bah, tu peux aménager à la maison. Moi, je veux qu'une chambre. Moi, je veux une chambre à cette époque-là. Je veux une chambre à Ekundum. Je lui ai dit, bah, écoute, tu peux venir vivre chez moi. On va essayer de joindre les deux bouts. En plus, le stage finit bientôt. On n'est même pas sûr de trouver le travail et tout. Elle me dit, ouais, merci ma soeur et tout. Je dis, ben non, il n'y a pas de quoi. On va essayer de se serrer les coudes. J'ai présenté cette fille à mes parents. Alors, on vivait ensemble. Quand on a fini le stage, on a commencé à chercher du travail. On n'en trouvait pas. C'était opération canapé. Si je veux travailler ici, vous savez ce que ça signifie. Comment ça se passe dans les entreprises. C'est comme ça, si tu veux avoir quelque chose, tu vas devoir donner ton corps, excusez-moi, mais c'est comme ça. Tout le monde le sait. Alors, on n'a pas cédé en fait. Alors, on commence à travailler, on trouve un petit travail dans un petit restaurant à Tropicana. Je ne donnerai pas le nom du restaurant parce que ce n'est pas conseillé. À Tropicana, où un jour, on sort de la maison. C'est ma copine, bon, parce que moi j'étais serveuse et ma copine était à la cuisine parce qu'elle s'est plus formée pour la cuisine et moi j'étais serveuse. Donc c'était mon domaine de service. Donc moi je faisais le service de salle, elle faisait la cuisine. Donc on n'était que deux parce que le restaurant n'était pas très grand. Donc la dame ne voulait pas beaucoup d'employés parce qu'il y avait aussi ses fils qui étaient là. Alors un jour, on sort de la maison, ma copine me dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Je dis, bah tout m'énerve, je n'ai pas envie, j'ai pas trop envie et tout. Mais elle s'est mise sur son 31, elle était très belle, un très beau corps, très très belle. Parfois même, j'aimais trop la regarder en fait, j'aimais trop voir son corps et tout. C'est pas que je suis pas belle, mais bon, il y a des moments comme ça, je regarde quelqu'un et dis, bah non. Elle me dit, bah tu es très belle et tout. Alors on sort. Le soir, on rentre, je n'avais pas eu de pourboire parce que c'est moi qui collectionnais plus d'argent parce que c'était moi qui faisais le service de salle. Donc les pourboires, c'est moi qui les avais. Et tout, ben, elle avait souvent l'argent, ben, on faisait nos petits business dans le restaurant, comme vous savez. Alors, pardon, au moment de rentrer à la maison, on décide de marcher parce qu'on avait fermé le restaurant un peu plus tôt, parce que c'était un simple jour de la semaine. On avait affluence le week-end.
Le week-end passé, on faisait des bouillons, les trucs et tout. Mais le simple jour, c'est un petit menu simple, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, on décide de rentrer à pied. En rentrant, on ne décide pas de passer la route qui mène vers le carrefour Mbogaba. On trouve que c'est plus long, en fait, parce que arriver à Mbogaba, il faut tourner pour arriver à Kondom. C'est arriver à pied et tout. C'est long. On prend la route qui arrive au niveau du carrefour de l'amitié. À l'époque, c'était le carrefour de la mort. En marchant, on a fini de dépasser le tronçon. Tout bizarre, ce petit tronçon, il y a toujours eu des accidents et tout. Sur l'axe-là, on arrive au carrefour de la mort. On commence à monter vers l'hôtel Luxral avant d'arriver à Kondom. Il y a une voiture qui arrive, une grosse voiture. Quand la voiture arrive, la voiture se gare. La voisine appelle, la voiture, le monsieur qui est dans la voiture, il appelle. Bon, ma copine était bien habillée, hein. Elle était très propre, plus que moi. Moi, j'étais vraiment débraillée en fait. Ma copine pense que c'est elle qu'on appelle, hein. Elle se dirige vers le monsieur. Le monsieur dit non, ce n'est pas à vous, mais c'est à l'autre dame que je vais parler. Ma copine revient. Ma copine me dit, le monsieur dit qu'il veut te parler. Je dis, mais pourquoi vous me parlez? Je dis, mais arrête un peu, c'est toi qui viens habiller, tu es belle et tout. Moi, je suis toute sale même et tout. Je ne me sens pas très bien. Ma copine me dit, le monsieur veut te parler. C'est pas moi. Tu vois, je suis partie, il m'a refoulé, il m'a dit que c'est toi. Alors je pars. J'ai dit, bonsoir, monsieur. Le monsieur me dit, vous êtes très belle. J'ai dit, merci, c'est gentil. J'ai dit, mais excusez-moi, bon, je ne suis pas très bien habillée, on sort du boulot et tout. Et il me dit, ben, est-ce que je peux vous déposer? Vous partez où? J'ai dit, on rentre à la maison. La maison n'est pas loin. La maison est juste là, à Koundou, mais on entre au quartier. Donc, quand on va arriver au carrefour, on va emprunter les motos pour entrer au quartier. Il me dit, je vous dépose. J'ai dit, non, la route n'est pas bonne. Vu votre voiture, en plus il a plu, je ne voudrais pas que vous salissiez votre voiture ou bien ne vous embêtez pas. Merci, on va y arriver. Alors le monsieur insiste. Ma copine me dit, écoute, accepte et tout. Je dis, ok. Je monte derrière. Ma copine monte devant. Le monsieur dit, non, c'est elle qui monte devant. Vous allez derrière. Je trouve le monsieur un peu bizarre, mais bon. Je viens devant. Le monsieur me dépose devant le portail. Quand il rentre, quand on descend, le monsieur dit, écoute, voici mon numéro de téléphone et voici un peu de sous pour demain. Vous allez peut-être manger quelque chose et tu vas mettre le crédit dans ton téléphone pour m'appeler. J'ai dit, ok. Moi, je pensais que le monsieur m'avait donné un truc comme 5 000 en baie de 1 000 francs. Parce que c'était 5 000. Je n'avais pas vu. Il avait sorti son portefeuille, il a sorti l'argent, il m'a donné. Il a plié, il me donne l'argent. Moi, je rentre à la maison. Ma copine est déjà partie, hein. Moi, je rentre. J'ai dit, en plus, on va me donner un peu d'argent. Je suis sûre qu'il va me donner 5 000 et tout. Je prends l'argent, je dépose au chevet du lit. Ma copine me dit, aïe, mais c'est 50 000. Je dis, pardon. Quand ma copine prend l'argent, elle compte, c'est 50 000. Je dis, eh ben, pourquoi elle me donne autant d'argent? Je lui avais donné mon numéro aussi. Quand le monsieur arrive, bon, c'était 23 heures, le monsieur m'envoie un message, ça va et tout. Je lui dis, oui, ça va, merci. Pourquoi vous m'avez donné autant d'argent? On ne se connaît même pas. Il dit, non, j'aime aider les jeunes filles qui se battent et tout. J'aime bien ton courage. Je dis, bon courage, tu ne me connais même pas. C'est tout. Il me dit, non, c'est rien ça. J'ai dit, ok, merci. Il me dit le lendemain, est-ce qu'on peut se voir demain? Je dis déjà demain je travaille, donc je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Il me dit, donne-moi l'heure à laquelle tu finis, je passerai te chercher. Et on avait une patronne un peu bizarre. Tu vois le genre de patronne, quand il voit peut-être, parce que la dame, elle avait beaucoup d'amis, vraiment bien. Mais quand elle voyait que son ami s'intéressait à l'une de ses employées, elle refusait parce que, je ne sais pas pourquoi, peut-être elle ne voulait pas que ses employés aient des bonnes relations et tout. Peut-être qu'elle avait peur que les gens nous détournent et qu'on aille plus travailler. J'ai dit, non, je ne peux pas accepter que tu viennes me chercher, mais par contre, je vais m'arranger à finir le travail 1 heure en avant. Je prendrai une permission. Comme c'est un simple jour, il n'y a pas d'affluence, ma copine peut gérer toute seule. Et comme ça, on se voit, on se dit, ok, il faut qu'on aille manger quelque part.
Ok, j'ai dit, ben, je finirai, je vais essayer de voir, je partirai 2 heures en avance. Il me dit, ben, je t'envoie un taxi. Il dit, non, je ne veux pas attirer l'attention. Je prendrai la moto, je vais m'apprêter. Il me dit, ok, comme ça, je viens te chercher à la maison. Tu me dis, quand tu es prête, quand il te reste 45 minutes à être prête, tu me tiens informé, comme ça, je vais partir de là où je suis. Et comme la route est des bouchons, et comme la route qui mène vers chez toi n'est pas très bonne, donc j'ai envie de rouler doucement. J'ai dit au monsieur, ok, il n'y a pas de souci. Alors, quand il reste 30 minutes, je lui envoie le message, je lui dis, je serai prête dans 30 minutes. Le monsieur n'a même pas fait 25 minutes, le monsieur était devant le portail. Je sors. On va à Longac, on a mangé, on a passé une belle soirée. Il m'a donné l'argent. On a érigé, il m'a envoyé passer dans le cabaret qui est au niveau du carrefour Longac, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Le bunker, voilà. Je pense, oui, c'est le bunker. Il m'a donné juste les 10 000 pour aller faroter les chanteuses, on faisait les dédicaces et tout. J'ai dit, waouh, quand le monsieur me dépose, il ne me demande rien. Quand le monsieur me dépose, le monsieur me donne 100 000. Lui et moi, on s'est vu pendant au moins un mois. Il me donnait tout le temps. Il ne me donnait pas moins de 100 000 quand il me déposait. Parfois plus. 200 000, 250. J'ai dit à ma copine que, waouh, maman, j'ai déjà eu mon jackpot. Est-ce que j'ai encore besoin de travailler? On travaillait là où je travaillais là-bas, j'ai gagné 50 000 francs en tant que fille de salle. Malgré ça, ma copine disait tout le temps, il faut quand même faire attention. Fais attention. Le monsieur, j'étais très posée. Alors, un jour, le monsieur me dit, bah, écoute, j'ai envie de toi. J'ai dit, ok, vu qu'il a déjà dépensé. Il dit, bah, c'est pas tuant. Moi, j'étais déjà sûre que j'ai rencontré quelqu'un et tout. J'allais sauter. Le monsieur, il a une fille. Et le monsieur aimait tellement sa fille. Tellement. Puisque tout le temps, il parlait tout le temps de sa fille. Il parlait tout le temps de sa fille. J'ai dit, ok. Le monsieur vient me récupérer à la maison. Il me dit, bah, fais-toi belle. Je suis allée au marché. J'ai acheté une belle robe. Une belle robe bleue. Vraiment très sexy. Hein. Vraiment. Une belle petite babouche, sandales. Avec un petit sac et tout. J'ai acheté un sous-vêtement spécial pour ça. Quand on arrive, il m'amène à Efoulan. Je vois un hôtel hein, à Efoulan. Je ne peux plus me rappeler parce que les idées. Bref, je continue. Je sais juste que c'était au quartier Efoulan. Je vois un hôtel. On entre. On dirait que les gardiens, le réceptionniste, tout le monde le connaissait en fait. Parce que je vois les gens bizarres, un peu les gens bizarres. Quand on arrive à la réception, le monsieur il me demande, est-ce que tu veux boire quelque chose? Je dis oui, je veux boire la Heineken parce que moi j'aime bien la Heineken. Il me dit, ok, il dit au réceptionniste, apportez-nous la Heineken, plusieurs dans la chambre. Ça n'a même pas duré, le monsieur est venu, un hôtel très propre, mais c'était un peu le genre d'hôtel vraiment très discret, très très discret. Mais l'hôtel là, franchement, il n'existait pas. J'entre, le monsieur il entre à la douche, il prend sa douche, il avait une mallette, il prend sa douche, il sort, il commence à me toucher, il me fait des bisous et tout. J'ai encore ma robe. Il me dit, tu ne prends pas de douche? Je dis, ben non, je sors de la maison, je viens de prendre une douche, je suis très propre. Il me dit, oui, c'est vrai, tu sens toujours bon, et c'est ce que j'aime en toi et tout. Tu es très propre. J'ai dit merci. Il commence à me toucher, il me touche. Au moment de passer à l'acte, il me fait enlever, il n'a même pas enlevé ma robe, il a juste enlevé mon dessous, excusez-moi. Le monsieur veut me prendre sans protection. J'ai dit, hey, attends, qu'est-ce qui se passe là? Préservatif. Il me dit, pardon. J'ai dit, oui, moi je ne ferai rien avec toi si tu ne mets pas de préservatif. Il dit, non, moi je n'aime pas les préservatifs parce que ça me blesse et machin, ça me fait, quand je mets le préservatif, je ne bande plus, excusez-moi des mots. J'ai dit, je m'en fous. S'il n'y a pas de préservatif, il n'y aura rien. Il me dit, pourquoi tu es comme ça? Il me dit, dans tous les cas, enlève déjà ta robe. Je commence à avoir peur. J'enlève ma robe. C'était le genre que j'enlève la robe. Je dis, ok. Il fouille ses poches. Il me dit, ah non, j'en ai pas de préservatif. Je dis, mais demande à la réception. Les réceptions ont toujours des préservatifs. Il me dit, non, il ne pense pas. Je dis, ah oui.
Je dis, ben, si c'est comme ça, on va renvoyer cette soirée à demain. Parce que là, moi, je ne peux pas, franchement, moi, je ne peux pas. Il me dit, il commence à s'énerver. Il me dit, non, pourquoi? Demain, pourquoi? Je dis, non, c'est comme ça. Demain, moi, je ne peux pas coucher avec toi. Je ne te connais pas assez. Ça fait plus d'un mois qu'on se voit. Tu m'as donné des sous. C'est bien beau, mais s'il n'y a pas de préservatif, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, ça ne passe pas dans ma tête. Entre-temps, ma copine à la maison n'est plus bien en fait. Parce qu'il est déjà 23 heures, un truc comme ça. Ma copine n'est plus bien. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Mon téléphone ne passe pas. Elle m'a laissé des messages, rien. Ma copine n'arrive pas à dormir. Il est déjà, bon, pas 23 heures, il était déjà 22 heures passées, 23 heures moi. Alors, quand j'ai dit au monsieur, s'il n'y a pas de préservatif, on renvoie la soirée à demain, le monsieur s'énerve et s'assoit sur le lit. Il devient tout bizarre. Tout bizarre. Après, il prend sa mallette, il sort 1 million. Dans cette mallette, il y avait des liasses d'argent. Le monsieur prend 1 million, il dépose sur le lit. Il me dit, prends ça, tu vas, on le fait. Je dis, mais ça attire encore plus mon attention, ça commence à me faire encore plus peur. Je dis, ben si, pourquoi tu es prête à payer autant pour coucher avec moi, pour avoir des rapports avec moi sans préservatif? C'est quelque chose de louche. Je lui pose la question, vous avez une fille, non? Il me dit oui. Déjà, quand je parle de sa fille s'énerve, il me dit oui. Il dit, ben, imaginez que votre fille se retrouve dans une chambre d'hôtel avec un monsieur comme ça, et le monsieur veut lui faire du mal et tout et tout. Le monsieur me dit plus jamais, je ne parle plus jamais de ma fille. Je dis, ben, c'est comme tu aimes ta fille, c'est aussi comme ça que mes parents m'aiment en fait. Je ne voudrais pas disparaître, peut-être un truc m'arrive, mes parents n'auront plus de nouvelles, viennent venir choper une maladie et tout. Moi, je t'ai dit préservatif ou ça ou rien. Et je ne sais pas pourquoi tu me donnes autant d'argent. Je ne t'ai pas dit que je voulais autant. Il me dit, ok, c'est bon, habille-toi. Franchement, je commence à m'habiller, j'ai peur. Je mets la robe, même pour enfiler ma robe. Je faisais du genre un œil dedans. Et je ne pouvais même pas fermer les yeux parce que j'avais peur peut-être. Parce qu'avec les histoires qui se passent, dans ma tête, c'était que parce que là où je faisais le stage, on voyait tellement des choses dans les hôtels en fait. Il y a des choses qui se passent dans les hôtels. On vivait des choses parce qu'avant de faire quand je faisais le stage, tu passes partout, tu passes dans les chambres, tu passes dans les chambres, tu passes à la réception, tu passes à la cuisine. Après, tu te focalises sur ton couloir que tu as choisi. Donc, quand j'étais dans les chambres d'hôtel, quand je faisais le stage, j'ai vu tellement de choses. Alors, il me dit, ok, habille-toi. Je m'habille. Quand je m'habille, il me dit, ok, allons, je vais te déposer. J'ai dit non, il faut juste, comme nous sommes dans un sous-quartier, dans un quartier Kondom, à Efoulan, j'ai dit, bah, laisse-moi au niveau du carrefour Sam, moi je prendrai la moto pour rentrer, il n'y a pas de souci. Il me dit, ok. C'est comme ça que le monsieur sort devant. Moi je reste. Je finis, je vide même ma bière, hein. Seigneur. Je prends encore la bière, je la vide. Parce que je n'arrivais plus, même temps, il me fallait de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Je vide cette bière-là. Je sors, je trouve le monsieur dans la voiture. Le monsieur ne me parle plus. Il a pris son argent, il l'a mis dans la mallette, dans la voiture. Et comme moi, j'ai encore mis un peu de temps dans la chambre, il dit au réceptionniste que va sonner la voiture, demande qu'elle se dépêche. Je sors, le monsieur est tout énervé. Dans la voiture, c'était comme un brouillard en fait, comme un brouillard, je ne sais pas. Je ne voyais plus vraiment bien les pieds du monsieur et les mains. Donc c'était bizarre en fait. C'était comme, même au niveau de la tête, donc je ne voyais plus vraiment bien son visage. Quand on arrive au carrefour, ça, le monsieur donne, il prend 5 000 francs. Il me donne. Il me dit, est-ce que tu es sûr, je peux t'ajouter encore 1,5 million, ça fait 2,5 millions. On le fait sans préservatif. C'est comme ça que je vais ouvrir la portière est bloquée. Il me dit, pourquoi tu veux le faire? Non, reste tranquille. Reste tranquille et tout. Je reste tranquille. Il dit, ouvre-moi la portière, je vais sortir. C'est comme ça que j'ouvre la portière. Il débloque la voiture, je sors, je prends un taxi direct. Course pour la maison. Je vous jure DMJ, quand je sors de cette voiture, pour prendre dès que j'ai vu la voiture démarrer devant moi, pour prendre le taxi. Dans le taxi,
L'image du monsieur a disparu dans ma tête. Je ne voyais plus son jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais plus à quoi il ressemble. Je ne sais pas. C'est-à-dire même la marque de la voiture, je ne me rappelle plus de rien. C'est comme ça que genre, avant les 5 000 qu'ils me donnent, je ne les utilise pas. Moi, j'avais mon argent. Donc, arrivé à la maison, j'arrive, je trouve ma copine. Ma copine me dit, ah, enfin. Depuis là, j'arrive et je n'arrive pas à te joindre. J'étais inquiète. Le monsieur là, ça fait déjà, il est à 1h du matin et tout et tout. Quand je raconte à ma copine ce qui m'est arrivé, elle me dit, je t'avais demandé de te méfier et tu n'as pas écouté. Ce monsieur-là me paraissait très louche. Elle me dit, ok, dans tous les cas, le 5 000 que tu as donné là, prends ça, tu mets dans la Bible. On s'est couché. J'essaie de me souvenir du monsieur, rien dans ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu le visage du monsieur. Alors, 2 jours plus tard, je repars à Foulane, essayer de trouver l'hôtel. Sérieux DMG, je n'ai plus retrouvé la route qui amène dans cet hôtel. L'hôtel, je ne sais pas si c'était un vrai hôtel ou bien c'était quelque part dans une, je ne sais même plus, je ne comprends pas parce que l'endroit où l'hôtel a été placé, quand j'arrive, je trouve il y a une simple maison avec une petite brousse à côté. Donc, il n'y avait plus l'hôtel. Je dis, mais je pense que c'est ici que j'étais. Donc, j'avais les idées brouillées. Donc, ma tête était comme si c'était dans un brouillard et tout, un truc comme ça. Je rentre, je dis à ma copine que même l'hôtel où on était hier, je ne retrouve pas. L'endroit où je pense qu'on était, il y a une maison avec une petite broussaille juste à côté. Ma copine me dit, sûrement tu étais avec un fantôme. Je dis, un fantôme, ça n'existe pas ça. Elle me dit, Tom, tu connais ce qui se passe quand on travaillait à l'hôtel, machin, Tom, tu voyais ce qui se passait. Alors, il faut faire très attention. Je dis, je suis restée comme ça. J'ai réfléchi, je dis, écoute, peut-être il pouvait coucher comme ça avec moi et me mettre un truc dans le ventre et tout et disparaître. En quelque sorte, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu le visage du monsieur dans ma tête. Alors, c'était pour sensibiliser, pour dire aux jeunes filles de faire très attention. De faire très attention quand peut-être ils voient des voitures venir garer et tout, c'est pas parce qu'elles sont trop belles. Déjà, le diable n'approche pas n'importe qui. Quand le diable t'approche, ça veut dire qu'il a vu quelque chose en toi. Donc, n'arrêtez pas de prier sans cesse. Priez toujours, même quand vous partez au travail, quand vous rentrez avant de dormir, même si tu es tellement fatigué, prie. Parce qu'il faut être carré dans les décisions. Que l'argent ne prenne pas le dessus sur nous, jeunes filles, et tout ce qui va avec. Donc, on doit faire attention. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Accident mystique 2. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. C'est la suite de l'histoire que j'ai racontée dernièrement sur l'accident mystique. Et avant de passer à mon histoire proprement dit, j'aimerais saluer DMG lui-même, son staff technique toujours au four au moulin pour que cette émission soit réalisée. L'homme de l'ombre, tonton Alex, la prunelle de l'œil de Dieu, Manbassa, Léonidas, la citoyenne africaine, les femmes du Sud, Sam l'Inimatique, les mamans puis des bénédictions et celles qui racontent toujours l'histoire de son quartier. Aussi, ceux ou celles qui ne veulent pas se faire identifier par des synonymes de ces bouquets, sans tout oublier les commentateurs positifs ou négatifs, mais surtout négatifs. Et je vais toutefois en surplus les encourager à, si possible, remplir l'espace réservé aux commentaires, qu'ils nous envoient toujours ces commentaires négatifs là, parce que je suis sûr que de ces commentaires négatifs nous en tirerons du bon. Et c'est grâce à ces commentaires là que il y a l'amélioration et il y a l'agrandissement de ces chaînes ici sur DMG TV. Donc merci, une fois grand merci à tout le monde par ici en vos rôles respectifs. Je vais passer à mon histoire proprement dite. J'étais dans mon service, comme je vous avais dit tantôt, j'étais le principal acteur de la commission descendue pour poser les actes concernant cet accident mortel là. Et voilà donc le chauffeur qui vient là, masqué, avec une casquette, une capuche, un cache-nez. Et je lui demande l'objet de tout cet accoutrement. Et il me dit non, il a été, comment il veut dire, pris sous garant au niveau du parquet et il va comparaître en libre. Mais ce qui l'amène à mon niveau,
Et étant masqué comme ça, c'est d'abord probablement qu'il suit que les gens sont en train d'envoyer les menaces si peut-être il est sorti s'il n'a pas été envoyé en prison. Je lui dis tantôt, effectivement, le papa dont le frère de la défunte était venu, m'avait appelé et il m'avait dit qu'il a cru entendre que le chauffeur qui a donné la mort à sa maman dans l'accident est libre. Je lui ai dit que moi, à mon niveau, j'ai posé les actes qu'il fallait poser, j'ai envoyé au parquet, ça a eu de juger, je suis pas un juge. Et il m'avait donc fait comprendre que comme je le réponds ainsi, que je ne sois pas surpris qu'au lieu d'un cadavre dans cet accident, il y aura plutôt 2 dans cette affaire en question. Et je lui ai dit, bon, tant mieux, c'est lui qui voit comment il va, c'est lui qui voit comment il va faire là-bas. Moi, ce n'est plus à mon niveau. C'est donc ainsi qu'il avait raccroché le téléphone. Donc, je comprends donc que c'était une manière de me sonder à ton sujet. C'est où il me dit, effectivement, bon, ce qui l'amène aussi, c'est qu'il a besoin des documents concernant le dossier de l'accident mortel. Je lui dis, mais comment tu vas venir à mon niveau? J'ai déjà tout envoyé l'original de ce dossier-là au niveau du parquet, au niveau du procureur. Il dit que c'est même ce procureur-là qui l'envoie venir chercher ces documents-là. Vu qu'on a renvoyé l'audience ultérieurement. Je lui dis, mon petit, dis-moi vraiment le problème qui t'amène ici. Il me dit non, il me cache d'abord, il me dit non. C'est vraiment l'affaire des documents, là, ce qui concerne l'assurance et ce qui concerne ces pièces personnelles. Il dit non, je lui reviens, je lui dis à nouveau en retour que là où tu vois là, quand c'est à mon niveau, j'ai fini de monter le dossier, j'envoie au parquet. Rien, ça ne me regarde plus. Donc, ce qui arrive là-bas, ça ne demande plus de moi. Donc, ça dépend de maintenant des juges, des procureurs là-bas. Donc, ce n'est plus à mon niveau. Donc, franchement, il faut aller chercher tout ça là-bas à leur niveau. Et il m'a donc supplié comme ça que si je pouvais lui donner même les exemples de la souche du dossier, il dit bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et après, je le regarde, je l'observe. Je vois qu'il est triste, il est soucieux, il est vraiment nerveux, il est, je sais pas, pensif, très pensif. Je lui dis à nouveau, je lui pose la question à nouveau, mon petit, qu'est-ce qui t'amène ici, véritablement? Parce que de tout ce que tu es en train de me raconter là, je suis sûr, à mon intérieur me fait comprendre que c'est pas ça. C'est pas véritablement ça qui t'amène ici. Qu'est-ce qui t'amène? C'est où il me dit, grand, si c'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à expliquer. Je lui dis, non, vas-y, prends le courage, tu m'expliques. Peut-être je peux faire quelque chose pour toi. C'est où il me dit que bon, les membres de sa famille qui sont en train de sillonner tout autour de la famille endeuillée, de la maman qui l'a mortellement percuté avec le véhicule de service, sont en train de faire comprendre que le morguier où la maman a été placée demande la pression de venir enlever le corps de la maman parce qu'elle est en train de mettre les gens mal à l'aise là-bas. Elle sort de son tiroir et elle se met à crier dans toute la morgue qu'on m'a tué, ma mort n'est pas une mort physique, ma mort n'est pas simple, ma mort est mystique, on m'a tué, les membres de la famille m'ont tué à cause des affaires de terrain. C'est où je me suis rappelé directement du jeune qui m'avait pris en aparté lorsque j'ai mené les opérations avec la commission avec laquelle j'étais descendu pour ces actes-là en question. Et il m'avait donc fait comprendre pour le rappel que cette maman-là, décédée dans l'accident, le matin, elle était en train de discuter les affaires de terrain avec les membres de sa famille et ils se sont séparés en queue de poisson. Et quand elle vient en soirée, la voiture perd le contrôle, étant sur la chaussée, arrive sur la rigole, percute de plein fouet tout ce que ça trouve son passage, moto et consort, ça traverse la rigole, on ne sait pas quelle la chimie, ça va trouver la maman qui attendait qu'on lui braise du poisson et qui était au téléphone en même temps. C'est quand ça la percute que le chauffeur revient, donc le chauffeur reprend le contrôle du véhicule et essaie de braquer pour revenir en route étant troublé et qui se retrouve dans la rigole. Donc, mon grand, cet accident-là, vous voyez ça physiquement comme ça, mais moi je vous dis que c'est mystique et moi je confirme alors maintenant avec ce que ce chauffeur était en train de me dire par rapport à la maman décédée qui est en train de faire du boucan à la morgue par rapport à sa mort, qui à sa foi n'est pas simple et qui est plutôt mystique. Donc famille d'MG, c'est où j'ai donné un conseil, je l'ai dit que qu'est-ce qui te dérange? Il me dit non, j'ai très peur que cette maman là
sortant de la morgue, elle sort un jour de la morgue pour venir me faire du mal. Je lui dis donc, je le rassure, donc je lui dis que bon, si cette maman allait sortir de la morgue pour venir te faire du mal, elle allait le faire depuis très longtemps. C'est pour te dire que ce n'est pas toi le coupable de sa mort. Toi, tu as été seulement une brebis galeuse qu'on s'est servi, peut-être parce que tu ne pries pas assez, tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, tu as été comment on veut dire, l'âme on a arrêté, que le sorcier a attrapé. Parce que c'est le sorcier. Je vais te dire que c'est les sorciers ou le sorcier qui en voulait à cette dame-là qui a pris le contrôle de ton véhicule, qui a fini de percuter la maman. Vous voyez qu'on percute, il percute la voiture, percute plusieurs motos sur le passage. Normalement, quand ça va arriver au niveau de la maman, selon la physique, ça devait la puissance du choc devait être réduite. Mais je vous dis que la manière dont ça a percuté la maman, c'est comme si c'était la maman la première personne que ce véhicule a percuté. Or, c'est la première chose qui reçoit le choc par percussion qui doit être vraiment impacté. Mais c'est la maman qui a été le plus impactée dans tout ce qui s'est passé, dans tous les dégâts qui se sont passés dans cet accident qui a donc coûté la mort à cette maman-là. Donc, famille DMG, j'ai donc rassuré comme ça le chauffeur et il a donc pris congé, étant très soulagé des réponses que je lui avais données. Je lui avais dit simplement d'aller prier, que la maman ne voulait pas lui faire du mal. Si elle devait lui faire du mal, c'est dès les premiers jours qu'elle allait apparaître, elle allait le déranger, elle allait le hanter. Mais comme il apprend ça des membres de sa famille qui sillonnent autour de la famille endeuillée, ça veut dire que la maman là ne l'en veut pas. La maman sait qui en a fini avec sa vie mystiquement. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est rentrer prier. C'est rentrer prier pour ne pas être, comment il veut dire, peut-être traumatisé et commencer à faire comme des crises de folie. Donc, selon la manière dont je le voyais faire déjà à mon niveau, quoi. Et très soulagé, je l'ai vu vraiment soulagé. Il a fait un ouf de soulagement sur ce que je lui avais dit, sur les conseils qu'il avait donnés et sur la manière dont je l'avais, comment il veut dire, reconforté, quoi. Et c'est donc ainsi il a donc pris congé de moi et on s'est donné rendez-vous ultérieurement. Donc, famille DM, j'ai regardé ici, une fois de plus, que pour des biens éphémères, pour des histoires de terrain, que nous, les êtres humains, on n'a pas créé, on s'élève comme ça, on s'entretue mystiquement pour rester gagner des terres que nous-mêmes, on va finir par nous mettre en dessous et les gens marcheront sur nous. Donc, famille DMG, restons à prier pour que notre esprit ne soit pas corrompu, pour se retrouver dans ce genre de situation, pour être rééduqué à la fin, pour servir le diable dans des trucs éphémères, dans des trucs qui ne sont que vanité. Donc, famille DMG, ma devise, c'est toujours de rester en prière. C'était l'histoire qui était partagée avec la grande famille d'MCT, ça aide pour le guérir de Dieu depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'NG TV parce que la DNG TV, l'esprit d'être humain, c'est un pour les 2 mondes par stade monde visible MZ. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonjour à vous. Et bon réveil matinal. En fait, je ne sais pas si je dois me présenter, mais j'ai une histoire à vous raconter qui me trouble depuis des mois. En fait, actuellement, je suis dans la ville de Yaoundé. Il fut un jour dans la maison que j'ai déménagé. Actuellement, je vis avec mon petit ami et dès le départ, tout allait bien. Mais j'ai remarqué que chaque midi, même quand je ne veux pas dormir, oui, dès que 13h sonne, même si je ne veux pas dormir, même si je suis assise comme ça, c'était comme si avec un esprit, une hypnotisation qui me poussait à dormir. Il fut un jour, j'étais assise comme ça, je manipulais mon téléphone. Ce n'est même pas que c'est un sommeil en tant que tel. En fait, je ne dormais pas. Bon, j'étais couchée, mais je ne dormais pas. Après, j'entends par la fenêtre comme si il y a des petits enfants qui sont en train de jouer. Oh, tout le monde était à l'école. Tous les enfants du voisin étaient à l'école. Subitement, je reste hypnotisée. Je veux même bouger comme ça, je n'arrive même pas. Même soulever la tête, mais je suis consciente. Même ouvrir les yeux, je n'arrivais pas.
Je vais ouvrir mes yeux comme ça, il n'y a pas moyen, je suis restée paralysée. Mais à l'écoute. Après, j'entends comment, donc je sens comment il y a une pression. Donc, c'est comme si quelqu'un est venu au chevet de mon lit et s'est assis comme parfois quand je dors, j'aime tasser beaucoup de coussins. Quelqu'un s'est assis là sur mon thé d'oreiller. Je vais même bouger comme ça là pour dire que mais qui est assis sur mon thé d'oreiller? Subitement, j'ai commencé à prier dans le cœur. J'ai commencé à prier dans le cœur. Après, ça a lâché. Un cœur me dit, prends un peu ton téléphone, tu mets sur caméra. J'ai posé, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Vers 13 heures, je sentais ça qu'il y avait quelque chose dans la chambre, que quelque chose n'allait pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis au chevet du lit, j'ai allumé ce mode caméra. J'ai laissé couler là même pendant 10 minutes. Après, comme j'avais l'eau bénite à la maison, je me suis pris l'eau bénite, j'ai aspergé. Quand j'ai récupéré mon téléphone pour voir réellement ce que mon téléphone avait filmé sur la vidéo, je vous jure que c'est parce que je n'ai même plus mon ancien téléphone. Que si c'est que je vous envoyais la vidéo, vous voyez un peu ce que mon téléphone a filmé. Donc, un esprit diabolique, c'était comme un ombre sur le mur. Je suis sortie de la maison en criant pour entrer dans la maison là. C'était des problèmes. Je suis allée m'asseoir dehors toute la journée jusqu'à ce que la nuit, j'ai même dormi chez la voisine. Quand mon petit ami est arrivé, je lui ai expliqué cela. En fait, il ne m'a pas cru. Mais j'ai récupéré mon téléphone. Le lendemain, je suis même allée chez un prêtre. Quand j'ai montré la vidéo à un prêtre, le prêtre me dit, tu as fait comment pour filmer ça? Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous expliquer là. Il a été étonné. Il dit que ça, c'est un esprit diabolique. J'ai dit que vous voyez sur le mur comme ça là, les cheveux, c'était comme le feu. Oui. Le cheveu, c'était comme le feu. Et depuis ces jours-là, je n'arrive même pas à dormir. Même quand on se voit, c'est les problèmes. Parfois, il peut même rester comme ça là. Dès que je veux même fermer les yeux comme ça, je revois ces pensées. Donc, c'est comme si mon corps est contrôlé par cet esprit parce que j'avais découvert. Malheureusement, le téléphone était perdu et tout ça. Mais jusqu'au jour, quand je dors même à midi, j'ai toujours l'impression comme si quelqu'un m'observe. Parfois, je peux même rester comme ça. Dès que je ferme un peu les yeux, je vois comme s'il y a quelqu'un qui est placé devant moi. Mais je ne vois pas le niveau d'en haut. Je vois seulement les pieds. Après, parfois, je reste comme ça, je dors. Parfois, je me retrouve même que la bouche est grandement ouverte. Mais je sens comment il y a une pression. Donc, c'est comme si ça absorbait mon visage. Oui. Comme si quelqu'un retirait mon visage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu dans ce sens. Comme si quelqu'un absorbe mon visage. Le matin, là, quand je me réveille, je reste seulement comme ça. Je deviens différente. Oui, je deviens différente. Vraiment, c'est une histoire qui me traumatise. Je suis actuellement comme ça, là, en train d'aller chez un homme. Je dis que si on peut même m'aider avec cette histoire. Oui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.